Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui donc, on va pas faire, je vais pas faire de vidéo pour expliquer un build order, mais tout simplement caster une game. D'ailleurs, en fait, je vais en faire plusieurs puisque Denver m'a envoyé quelques vidéos. J'aurai probablement peut-être des vidéos de Clem et d'autres joueurs de ce niveau-là. Donc, et j'espère que mon cast vous plaira. Donc, en bas à gauche de la map, il est chez la team HeroDG, il est beau gosse en plus de ça, et bien évidemment, il fait les underdogs et très récemment, il est allé en WCS. Il s'agit de Denver. Et en haut à droite, il ne dément pas d'un certain skill, il est terrané, il est bleu, il s'appelle des muslims. Ok, donc très simplement, pendant que la game se met en place, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire dans toutes ces vidéos. Donc en gros, l'objectif c'est de caster des vidéos, ne serait-ce que pour m'entraîner, parce que caster c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et puis bah, tout simplement parce que les vidéos sont intéressantes et qu'il y a peut-être des trucs à récupérer et que pour l'instant j'ai pas encore regardé les vidéos exprès pour découvrir en même temps que je caste. Alors déjà il faut savoir qu'on est sur une nouvelle map. On peut voir la map? Non, on peut pas voir la map. Tant pis. Néanmoins, elle est très grande. Alors, on peut voir ici que on a en fait, une base, on va dire pocket, quand même pas mal attaquable au niveau aérien. Même si au niveau, on va dire, du sol, avec des tanks ou des prises de position, c'est pas simple en fait de la siéger parce qu'il y a vraiment beaucoup de distance. Un tank, je sais même pas s'il pourrait se loger là, ne pourrait pas vraiment toucher quelque chose. À la limite, peut-être, s'il réussit à se loger là, il pourrait taper le gaz, mais c'est vraiment la limite. Donc, disons que c'est vraiment une pocket base assez bien gardée, hein. Elle est vraiment pas facile à, comment dire, à assiéger. Après, on passe sur une base quand même beaucoup plus standard dans le positionnement, près d'une rampe, wallable avec trois bâtiments. Et une rampe elle-même, enfin une rampe, une sortie elle-même wallable avec probablement 5 bâtiments, dont un voire deux dépôts dans ces 5 bâtiments. Voilà. Ou 4, ouais, plutôt 4. Deux gros, deux petits. Bref. Donc la map est en longueur et non en largeur. Alors on a une petite sortie de la part de des musulmans avec quelques marines, probablement pour essayer de pécho de l'Overlord en fait, hein. Je pense qu'à mon avis ça doit être pour ça. C'est assez bizarre ce qu'il fait. Justement c'est une pratique à noter. Je comprends pas trop pourquoi, mais en fait voilà, l'Overlord de Denver était parti tout simplement pour aller scouter. Et on note un T2 ultra rapide. 3 minutes 9, c'est super rapide avec une prise de gaz très rapide. Il y a de grosses possibilités pour que ce soit du Mutalisk. Tout simplement parce que le Mutalisk, sur une map aussi grande, avec des accès aériens aussi importants en fait, autant sur cette base que sur cette base là, sont assez privilégiés en fait, hein. C'est pour ça qu'en fait les ergs auront normalement sur cette carte un besoin assez grand de rusher l'aérien, simplement pour contrer les drops plus que pour attaquer. Mais si en plus de ça, ça leur permet d'être agressés sur la carte, et voilà, donc la Spire hein, qui est envoyé, mais super rapide, hein. C'est vraiment le BO rush, tout simplement, le BO rush Spire. Ouais, des muslims, on a envoyé un 1-1 très rapide avec un triple CC. On a fait ça sur une Rax. En termes de bâtiment de production, on a une Rax Laptech. C'est vraiment la poilistan quoi, total. Par contre, on a une énorme production de VCS et donc un income qui s'en fait ressentir au niveau du minerai ainsi qu'au niveau du gaz. On a senti côté Denver que on était quand même assez vulnérable et que c'était possible de se faire bourrer assez rapidement, au vu du fait que Bune Build m'a l'air d'être un assez bon build en fait sur cette carte, au vu du fait, encore une fois, que on peut dropper un peu partout sur cette carte là, on peut attaquer sur tous les angles avec des drops. Donc ces spines sont quand même assez bien vus de sa part. Voilà, on commence à poser énormément de bâtiments de prod en fait tout simplement, hein, parce que les 3 CC c'est bien beau d'avoir 3 CC mais si on n'a pas de quoi prendre de l'armée bah
on est un petit peu dans la merde. Résultat, tac, les bâtiments de production se lancent, les upgrades sont vraiment au rendez-vous, timés avec le Steam pour à mon avis un timing qui se fera alors soit ce sera sur un timing disons tank 2-2, soit ce sera un timing probablement 1-1 avec des medivacs et à peu près une minute de retard sur le build, mais là, comme on est en train de CC, c'est un petit peu normal. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que 5:30 c'est le timing d'arrivée en fait du build, et à 5:30 c'est le timing de pause en fait, enfin de lancement des medivacs. Et pourtant, il y a énormément de choses qui sont différentes du build, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça en termes de différence d'armée, de prod en fait. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 10 marines pour 16 marines sur le build. Alors voilà, les mutas, hein. Je coupe un peu mon explication, mais les mutas qui arrivent, ils commencent déjà à poser problème au joueur Terran. Vous voyez, hein, comme c'est intelligent d'avoir fait des mutas rapidement, puisque ça lui permettra en fait tout simplement de contrôler toutes les phases de drop qui lui auraient posé problème. Par contre, sur un build, je pense qu'il serait mort assez rapidement. Donc c'est quand même une bonne chose d'avoir fait ça, parce que son adversaire n'avait apparemment absolument aucune envie d'attaquer rapidement. Donc je reprends sur mon explication. En gros, euh, c'est assez marrant de dénoter que avec un troisième CC, on est quand même sur de l'armée presque équivalente à quelque chose qui serait sur deux bases. Comme quoi le troisième CC ne coûte pas si cher que ça, quoi. Ça, en fait, c'est ça que j'essaie de comprendre dans cette partie. C'est pourquoi est-ce que le joueur Terran a privilégié en fait tout simplement un 3CC. Alors certes la map est grande, donc forcément les distances de rush étant plus longues, les BO agressifs sont moins puissants. Néanmoins, je trouve ça quand même assez important de porter une agression assez rapide à un Zerg, surtout sur une map aussi grande où il pourra prendre beaucoup de bases et rapidement s'étendre, et donc poser encore plus de problèmes par la suite. On peut noter qu'il y a deux factories, même si j'ai l'impression qu'au vu du fait qu'il n'y a pas d'add-on et absolument pas de production de la part du joueur Terran sur sa deuxième factory, ni même sur la première, que c'est un oubli. Mais non, effectivement, en fait, c'est pas du tout un oubli. Je retire ce que j'ai dit. Il y a un laptec qui est posé, et à mon avis, ça sent soit le Thor, soit la fast Buromide. Puromine. Pendant ce temps-là, côté Denver, on a quand même rushé les Ultralisks à la vitesse grand V avec quelques infestateurs en prime. Et finalement, bah, pas tant de gaz de prix que ça, puisque la B3, qui est en fait techniquement censée être la B2, est saturée côté minerai, mais absolument pas côté gaz. On a une petite sortie quand même de la part du joueur Terran qui vient nous expliquer que il faut pas déconner, et que arrivé 8 minutes, on va commencer à sortir son armée. Notez qu'il n'y a pas de wall, qu'un run by est si vite arrivé, surtout avec Denver. Denver d'ailleurs qui a totalement vu hein, la sortie, ne serait-ce qu'en scoutant avec ses mutas, mais en plus de ça, grâce à la, comment dire, grâce à la Xel'Naga qu'il a pris, et qui lui a permis d'avoir un peu la vision. Donc voilà, on comprend que ça va pas être possible d'agresser avec des drops. Apparemment il y a eu une pause. Euh, et qu'en plus de ça, les Ultralisks ne sont pas en d'arriver. Ça il ne le sait pas, mais c'est pas une si mauvaise chose de partir, parce que du coup il a besoin de changer un peu sa composition d'armée en fait, parce que simple bio ne va probablement pas suffire. Il va falloir sortir du Liberator, et par paquet de 12 si on veut pouvoir faire quelque chose contre ces Ultralisks, parce que c'est bien beau d'avoir une bonne compo. Si on n'a pas de quoi gérer l'Ultralisk en late game, en Terran, on ne peut absolument rien faire, puisque certes les Benling et les Zerglings finiront par être réduits en cendres, mais les Ultralisks eux feront toujours le café. Alors finalement bah c'était oula, bah, on finit par choper les mutas, c'était du tort en fait, hein. Donc voilà, Thor plus bah, face Boromine. Donc au final, c'est plus ou moins un bon call de ma part. Par contre, je pense que sur cette map là, les tanks, avec toutes les positions abusives trouvables un peu partout sur cette carte, ça aurait été une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que au vu du fait que le joueur Terran avait quand même
comment dire, avait quand même pris des bases rapidement et préféré porter une agression un peu plus late, c'est logique que les tanks ne soient pas priorisés puisqu'en fait on préfère avoir de quoi gérer le late game et le late game, les tanks les gèrent pas des masses quand c'est pas du mecha. Quand c'est pas du mecha puisque les upgrades déjà ne sont pas au maximum sur les tanks et en plus il n'y aura pas assez de tanks pour gérer la masse d'unités Zerg. Un petit drop qui s'est fait calmer hein, avec un bureau, enfin pas bureau, un infestateur fungal. Ça y est, les libérateurs qui commencent à être pop, le 3-3 côté Terran qui sort et uniquement le 2-2 côté Zerg qui est en train d'être popé. Ça veut dire qu'en fait, Denver tout ce temps n'a fait que rusher sa technologie sans upgrade. Résultat, une fight est toujours prenable parce que les ultralisques ne sont que 5 d'armure alors que les marines font 8 de dégâts et c'est quand même assez suffisant pour tuer de l'ultralisque. Regardez, hein, les ultralisques prennent quand même pas mal de dégâts sur un peu de bio. Voilà, donc on a un positionnement abusif là sur la B4 du joueur Zerg. Et c'est pour ça que quand je vous ai dit que des tanks auraient été bien, là on met 3 tanks avec le Thor à côté pour gérer d'éventuels mutas, mais on est super bien quoi. Là on éclate le joueur en face, mais alors très facilement. Maintenant il y a quand même un assez gros manque de maraudeurs. D'ailleurs on dirait trop des Herc, les maraudeurs, c'est assez marrant. Euh, Néanmoins, la grosse masse du joueur Zerg fait peur et donc force le Terran voilà, à se mettre un peu en danger pour gratter l'armée Zerg. Et du coup, les Fungals peuvent pleuvoir. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'infestateur n'est même pas bureau. Excusez-moi, n'est même pas bureau. Donc là, on finit par sentir en fait côté Terran que ça va pas être possible d'agresser et que c'est plus intéressant de partir maintenant parce que le Zerg commence à arriver sur une composition un peu intenable sans libérateur. Hop, on pick up le Thor et on s'en va. Ce serait pas mal de steamer pour fuir parce que sinon je sens que l'armée Terran va se faire rattraper. Maintenant que vous voyez que la game n'est pas terminée, donc il y a encore pas mal de choses à voir. La composition du joueur Terran. Alors la composition du joueur Terran se situe en fait sur pas mal de marines, très peu de maraudeurs et pas, un petit peu d'unités mécaniques, c'est-à-dire de la mine, du Thor ainsi que du Libérator. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? C'est la question qu'il faut se poser parce que... Oh bah j'aurais pas pété ce caillou, mais pourquoi pas. C'est la question qu'il faut se poser tout simplement parce que... en fait, l'Ultralisk est une unité qui a un énorme pool de points de vie. Et sans beaucoup d'unités mécaniques ou beaucoup de maraudeurs, c'est pas facilement gérable. La preuve, hein, regardez, comment dire, les ultralisques font clairement le café face à la bio, même hors creep. En plus, on a eu un énorme pool de queen qui permet donc à Denver de vraiment voilà, sustain complètement ses ultralisques, et ça c'est une très bonne chose pour lui. On a même un arrivage de corrupteurs et d'infestateurs massifs, et le 3 d'armure qui ne va pas tarder à sortir, alors que bah, côté Terran on est déjà maxé, hein, donc on pourra pas faire plus. Et on a déjà beaucoup de mal à gérer ce qui est Ultralisk. Alors au vu de la masse d'Ultralisk et de la masse de Queen, je me demande comment ça va être gérable côté Terran euh, par rapport à cette composition qui est quand même vraiment balèze quoi. Maintenant, il semblerait que les Marines, avec du temps, finissent par deal contre les Ultralisk. On n'est plus sur le LOTV d'avant. Et notifier quand même que ces Medivacs sont ultra badass. Ok, on engage côté Denver, les Bellings qui commencent à entrer en contact, mais c'est surtout les Ultralisks qui sont importants, les corrupteurs qui commencent à détruire complètement les unités aériennes du joueur Terran, et le joueur Terran n'ayant absolument aucun dégât de zone face aux Zerglings, les laisse donc tanker à la place des Ultralisks qui eux-mêmes font le travail puisque les corrupteurs ont fini par détruire tous ces libérateurs et donc annihiler les dégâts importants face aux Ultralisks. Et les queens bah, ont plus de mana, donc ça veut dire qu'elles ont réussi à complètement soigner toutes les unités Zerg importantes de type corrupteur ou ultralisque. Maintenant Denver a quand même une armée assez en piteux état, même s'il a réussi à clean son adversaire, il n'a pas réussi à, on va dire, le surpasser et à le détruire au niveau de la fight, dans le sens où maintenant il peut pas se permettre tout de suite de counter-attaque. Ça veut dire que même si le terrain s'est fait complètement détruire, son armée, il ne peut pas, il ne va pas mourir tout de suite. On notifie quand même que Denver a une pop complètement supérieure aux joueurs Terran, autant en récolteur qu'en pop armée.
Maintenant, on va sécuriser une gold côté Terran, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Denver parce qu'une gold ça signifie que si elle est éliminée complètement, le joueur Terran va avoir énormément de capacité de production en plus. Il va pouvoir positionner énormément de tourelles, énormément d'autres CC en fait tout simplement, et va pouvoir remaxer sa pop plus rapidement car produire des bâtiments de production supplémentaires. Alors côté income, on est quand même sur un assez bon income des deux côtés, hein, même si le genre Terran est un petit peu en dessous, mais ça c'est à mon avis juste à cause des mules. Oh là là, les ultralisques qui engagent un peu tout seul, et là voilà, on se prend des mines, on se prend des shots de maraudeurs, même si c'est pas le truc qui leur font les plus mal, les ultralisques maintenant, s'ils sont pas, on va dire, entourés d'une masse de zerglings qui tankent pour eux, c'est compliqué de faire le dégât tout seul. Néanmoins, on a une reprod de 7 ultralisques, c'est quand même assez important. Maintenant, on a combien de bases côté Zerg? On en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 bases côté Zerg et pareil 5 bases côté Terran. Donc ça va être à Denver en fait, non seulement voilà, d'expandre son creep parce que son creep est très peu expand, c'est aussi pour ça qu'il a du mal à counter-attack, mais aussi tout simplement à prendre plus de bases pour avoir plus de production et être capable de, on va dire, de submerger le joueur Terran de sa population. Alors maintenant, je peux quand même notifier qu'il y a un manque assez massif de dégâts non pas de dégâts de zone, de heal en fait, de Medivac, puisque en termes d'unité, nous avons uniquement que 5 Medivac et une bio déjà pas mal endommagée. Ah, j'ai oublié de vous montrer un petit run by, désolé, côté PF. Bon, la PF a tenu et apparemment les VCS ne sont pas morts. Néanmoins c'est problématique pour le joueur Terran parce qu'il a dû perdre pas mal d'économies là-dedans. On note quand même un changement drastique de stratégie. Maintenant qu'il n'y a plus de buteurs, en fait, il n'y a aucune raison de faire des torts. Et donc les mines sont produits en continu et en énorme masse. Et c'est à mon avis une bonne chose parce qu'en fait, les mines vont permettre, même si elles tapent sur des ultralisques, de détruire en fait les Zerglings qui eux tankent pour les ultralisques, ce qui permettra à la bioterran de tout simplement focus manuellement les ultralisques et donc de les tuer plus facilement. Surtout que les shots des maraudeurs sont maintenant bien absorbés par les Zerglings, bien plus qu'avant, dû au fait que le maraudeur voit ses attaques divisées entre parenthèses par deux, puisque maintenant les shots sont tombés par deux comme un peu comme un phoenix, ce qui fait que l'armure est donc deux fois plus prise en compte et donc les Zerglings peuvent deux fois plus tanker des shots de maraudeurs qui seront deux fois plus mortels face à des ultralisques. La prise de fight très bonne de la part de Denver, même s'il sacrifie beaucoup d'unités pour prendre une position assez intéressante, mais il finit par back car il voit qu'il n'a plus du tout de dégâts de zone et que son armée peut se faire quitter à l'infini s'il n'est pas sûr du creep. De plus, il morph donc des Broodlords qui vont lui permettre tout simplement de déminer la zone avant d'engager, avec une reprod probablement de Zergling, même si là il est apparemment max out au niveau de la pop. On a deux infestateurs qui sont prêts à fungle et qui commencent déjà à faire leur office. Voilà, des unités qui se font un petit peu massacrer, néanmoins c'est pas suffisant car le joueur Zerg a besoin de plus de prise. Voilà, donc les Broodlords en fait qui sont tout simplement là, pas spécialement pour ajouter un DPS supplémentaire, même si à mon avis ça va quand même être le cas, qui sont surtout là en fait. Ok. Qui sont surtout là en fait pour faire détonner les mines. Je pense que c'est ça l'important, parce que le problème de Denver c'est que les mines, même si ça fait pas super mal aux ultralisques, vous voyez quand même que ça fait des gros dégâts. Regardez, hein, l'ultralisque qui va probablement mourir à force de se prendre des mines. Et ça c'est un énorme problème en fait pour lui, parce que s'il peut pas se débarrasser des mines, il va prendre un dégât de zone assez monstrueux et ça va permettre à la bio de détruire le reste de sa composition. Alors qu'avec des Broodlords, certes il est plus lent, certes il est plus vulnérable au drop, et c'est d'ailleurs complètement le cas, hein, il se fait un peu dropper de partout, mais néanmoins, dans les fights frontales, il sera capable d'assumer beaucoup plus simplement et facilement le combat. Maintenant, on se rend compte côté Zerg que le terrain est un peu miné et possède voilà, pas mal de tourelles. Vous voyez hein, les mines qui sont détonnées sur des broodlings. Et ça, c'est vraiment ce que veut le joueur en fait, le joueur Zerg. Parce que grâce à ça, et bah c'est pas compliqué, il va pouvoir permettre d'engager à la Zob et n'avoir une nécessité de micro quasi nulle en fait. C'est-à-dire que voilà, là les mines, si elles détonnent, non seulement vont taper les unités biologiques, mais en plus de ça, vont permettre aux joueurs Zerg d'engager et de tanker tout simplement les coups des maraudeurs et des marines à la place des ultralisques.
Donc voilà, on commence à assiéger la PF. Alors le petit problème de Denver, ce sera limite d'avoir un manque cruel d'anti-air, puisque même si les queens sont présentes, elles n'ont pas autant de portée qu'un viking n'a en aérien. Résultat, les Broodlords peuvent se faire prendre à partie par un flanc de vikings. On a pendant ce temps la lab 2 qui essaie d'engager tant bien que mal les Ultralisks, mais qui se prennent un double énorme fungal qui permet à Denver d'écraser au moins la moitié de la population terrane en termes de bio. Maintenant, on a tous les vikings présents sur le terrain qui sont capables de détruire les Broodlords, les mines qui n'ont pas encore détonné, ça y est, c'est le cas, elles ont détonné, donc elles ne sont plus utiles, elles vont devoir être en cooldown. Ça aurait probablement été le bon moment pour Denver, je pense, d'engager face à la pop terrane, puisque toutes ces mines ont quasiment détonné. Maintenant, un manque de creep se fait quand même ressentir sur une énorme partie de la map, même si il avait réussi à créer un espèce de creep highway vers la base du joueur Terran qui a été donc vidé en fait. Simplement la gold n'étant plus disponible, Lincoln Terran a énormément chuté. Surtout au niveau du gaz en fait. C'est pour ça que en fait on a l'impression que le joueur Zerg il mine pas beaucoup plus que le joueur Terran, parce qu'au niveau du minerai il n'y a pas énormément plus, mais en fait c'est surtout le gaz qui est important, parce que tous les drones qui sont dans le gaz pourraient être minerais, et donc là on verrait pas un income de 1700 ou 1800 mais un income de 2005 ou de 2003-2002 plutôt. Une nouvelle prise de fight de la part de Denver qui là se fait un petit peu arnaquer, parce que ces Ultralisks ne peuvent absolument pas entrer en combat, alors que voilà, ces Broodlords sont pris à partie. Et comme les Ultralisks, oh là là, en plus ils mongolisent, comme les Ultralisks ne sont pas du tout sur le même terrain que le reste de son armée, il ne peut pas défendre sa composition aérienne qui sont les Broodlords et qui sont quand même le pilier de son armée. Néanmoins, les Ultralisks en nombre massif sont complètement capables de prendre tout seul, ou presque en tout cas, l'armée Terran qui, bien évidemment, n'a plus énormément de soutien en termes de libérateurs, puisque le Terran est forcé de faire des Vikings. On a quand même pas mal de Command Center de plus maintenant côté Terran. On va prendre une nouvelle B5 qui était de base la Gold, il me semble. Et on va voilà, muler un peu partout. Côté Zerg, on prend de nouvelles bases de même. Voilà, on se positionne un peu partout. On fait toutes les upgrades du jeu possibles. Au niveau des upgrades, on en est où? On est sur du 3-3, 1 d'armure aérien, 2 d'attaque en l'air. Et on a un potentiel switch Hydra qui sera toujours là au cas où il y a besoin de contrer un éventuel full aérien côté Terran. Ce qui est une probabilité, parce que quand on part sur un énorme rush ultra comme ça, eh bien c'est une possibilité de se prendre en fait beaucoup de Banshee qui, si bien upgradés, sont capables de détruire assez rapidement les Ultralisks. Et si le Terran se cache derrière des PF, il pourrait tenir la partie. On a voilà, une tentative d'attaque sur la PF, mais qui va être assez rapidement défendue. On dénote quand même un manque de Sensor Tower qui aurait permis donc au Terran de un peu visualiser ce qui se passe sur la map de façon plus précise, et donc de parer aux éventuelles attaques du joueur Zerg. Maintenant, le problème du joueur Terran, ça va être en fait de trouver la composition d'armée parfaite et idéale, et surtout d'avoir suffisamment de bâtiments de production pour reproduire cette armée le plus rapidement possible après un échange. Déjà, les corrupteurs sont assez pris à partie, se prennent des shots de mine. Il va falloir en créer un peu plus, malgré le 200 de pop déjà présent du joueur Zerg, qui en fait tout simplement lui empêche de créer plus d'unités anti-aérien, et à mon avis c'est ce dont il a le plus besoin. Maintenant, son énorme armée d'Ultralisks sera probablement capable d'engager là-dedans sans trop de pertes, mais regardez hein, les mines, même si elles ne font pas tant de dégâts que ça, sont quand même capables de gérer la situation, en tout cas un petit peu. La PF qui est quand même focus et prise à partie, les fungals qui sont massifs et qui permettent à l'armée Zerg complètement recte, l'armée bio au sol. Pendant ce temps-là, les Broodlords, les Broodlords sont morts, donc voilà, il n'y a plus de Broodlords, mais il reste en fait simplement assez d'unités Zerg, et d'ailleurs les Queens, capables de détruire les libérateurs, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui permet donc aux joueurs Zerg d'avancer au fur et à mesure dans la base du joueur Terran, et de plus en plus creuser l'écart, surtout au niveau économique, puisque on voit un rip-up massif de 10 Ultralisks, alors que le joueur Terran est passé à 1500 d'income de minerais et donc 35 collecteurs. Maintenant les Queens se font prendre à partie et se font un peu déchirer, mais c'est pas très important, parce qu'en fait euh, le problème c'est surtout les fungals dont dispose Denver, puisque grâce à ça, ça va lui permettre en fait tout simplement de prendre une bonne fight, puisqu'il n'y a plus besoin de défendre ses Broodlords car ils sont tous morts. Il peut donc se concentrer sur des unités au sol.
Et au vu du fait que son adversaire n'a plus d'économie, il ne reproduira probablement plus énormément de Liberator qui aurait été le seul problème face à sa composition Ultralisk. Voilà, un repop massif de beaucoup de Zerglings qui va lui permettre de tanker, simplement de tanker en fait les coups du reste de la bio. Et vous voyez hein, là le genre Terran qui est vraiment en PLS car il ne peut vraiment plus reprod ce dont il a besoin. Donc il va se concentrer sur les unités qui lui produiront le plus de capacité. Comment dire, de capacité de dégâts de zone qui seront donc les mines et ensuite bah, de la bioball qui sera capable de probablement finir la fight, même si là ça a l'air d'être un petit peu en mauvaise enfin en mauvaise voie côté Terran. Un énorme run by d'Ultralisk sur la PF se fait sentir et à mon avis c'est la fin du Terran parce qu'après ça il n'aura absolument plus d'économie mis à part cette base là mais qui est déjà quasiment terminée. Voilà la PF qui est tombée. Et même s'il y a pas mal d'ultra qui tombent, c'est pas suffisant côté Zerg parce que côté Terran. Simplement parce que maintenant Lincoln il est passé à 500 minerais minutes et qu'il y a absolument plus de quoi reproduire. Et le pire dans tout ça, c'est que le Terran est obligé de lever ses bases, on va dire principales, pour les reposer sur des slots où il y a très peu de carrés de minerais. Et ce ne sont plus des PF qu'on voit là, ce sont uniquement des stations orbitales qui peuvent se faire run by par n'importe quoi. De plus, on a, ça y est, une production assez massive de Benling. Même si voilà, les shots de mine, du coup, ici prennent tout leur sens puisque à l'origine, la mine est quand même bien plus intéressante à jouer contre du Benling que de l'Ultralisk. Elle n'en demeure pas moins utile pour les deux. Run by dans la B3 du jour Terran pendant que l'assaut principal se passe dans la B4 et c'est à mon avis la fin voilà, de l'économie du jour Terran, même s'il y a encore donc cette base qui mine hein, mais qui est complètement vulnérable à un assaut probablement prochain. Maintenant là on a un Terran voilà, qui est dans une rampe et dans une rampe on peut se manger des énormes fungles. Il faut faire super gaffe à ça côté Terran. Maintenant je pense que la game va être assez rapidement pliée. Bon alors on n'a pas besoin de voir le timing mais au vu du fait que il reste peu de temps déjà oui ça semble être bientôt la fin. Je pense que c'est un baroud d'honneur qui va s'engager pour le joueur Terran. Même si à mon avis ouais bah là le problème c'est qu'il en fait qu'il défende ou qu'il attaque dans tous les cas il sera jamais à son avantage. 146 de pop à 180. Maintenant on pose la B18 hein, côté Zerg. Et l'engagement, même s'il est pas super bien fait, permet aux joueurs Zerg de creuser encore un peu plus l'écart. Et voilà, le fungle de la fin qui permet à l'armée Zerg de se déverser sur l'armée Terran et de lui exploser tout le reste de sa population. Et je pense que le GG n'est pas loin. Voilà. GG! Bon alors, j'espère que ça vous a plu parce qu'il va y en avoir d'autres. Si vous avez aimé, n'hésitez bien évidemment pas à la partager, à vous abonner et à la commenter. C'est important que vous commentiez cette vidéo parce que j'ai besoin d'avoir des retours. J'en demanderai à ceux à qui je montrerai la vidéo. Mais si vous ne me connaissez pas et que vous avez absolument envie simplement que je connaisse votre opinion sur mon cast, eh bien, il n'y a pas de problème. Laissez un commentaire. Sur ce, les gens, je vous laisse et à la prochaine fois.